Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Christophe. C'est un nom très très français, je pense. Christophe, comme le chanteur Christophe. Et il s'appelle Christophe Le Cerf. Le Cerf, ça se prononce ou avec le cerf? En un mot comme l'animal, D'accord. C'est le cerf? le cerf, Ah, le d'accord. cerf. Donc, tu prononces le F. D'accord. Pas obligé. Pas obligé? Non. Ah, d'accord. Donc, c'est optional. Donc, sa compagnie s'appelle Eat by Ciel, c'est-à-dire c'est un site américain plutôt. Oui, en fait, en français, ça veut rien dire. Ouais. Et en anglais, c'est censé se prononcer IT by CL. Ça veut Ah dire non, c'est IT, c'est-à-dire le IT professional. Information Technology by Christophe Le Cerf. Ah, c'est ça veut dire Oui, CL? Ah oui, oui. c'est ce que j'ai pas Ouais, pensé, ouais. tiens. Donc c'est pas une technologie particulière. Non, non, non. CL, c'est une personne. C'est une marque, c'est un nom de société qui est D'accord. censé mettre sur la voie de ce que je fais. Ah d'accord. C'est une bonne idée en fait. Donc tu dois avoir une certaine façon de faire le IT, c'est ça? Je ne sais pas. Ah, je suis passionné par la technologie Oui. et par extension le digital et tout ce qui tourne autour de cet environnement. Ah d'accord, bah, c'est super, c'est super. Tu étais, je pense, toi-même un IT professional? Pas du tout, pas du tout. Je suis tombé dedans par hasard. Oui, J'ai commencé dans le conseil en stratégie oui. et puis un jour, j'ai un ami, hélas disparu aujourd'hui, qui m'a appelé. Ça devait être en 1986 Oui, et qui me dit, je l'avais connu sur le campus d'HEC, oui. et il me dit est-ce que tu veux venir voir il y a une démonstration d'un produit sensationnel sur le campus qui s'appelle le Macintosh d'Apple. C'est vrai? Ouais. Eh bien, c'était au tout début alors. Ouais, c'était quasiment 6 mois après le lancement. La tu naissance vois. du Macintosh. Ouais, ouais. Et puis je suis allé voir la démonstration, j'ai trouvé ça sensationnel. Je m'en Ouais. suis acheté un. Ouais. Puis je suis rentré dans mon. Je suis retourné dans mon cabinet de conseil en stratégie, qui était mon premier job. Et puis je me suis dit, mais il faudrait quand même que j'apporte mon ordinateur au bureau, on pourrait faire plus de choses avec. Et tu as pu faire plus de choses. Ils ont accepté que je l'apporte. Puis ils ont commencé à voir que je faisais des rapports. Écrit sur l'ordinateur. Ouais, qui avait un look bien plus sympa. Tu sais, on parlait du WYSIWYG à l'époque, le What you see is what you get. C'est bien, donc tu as fait des rapports comme ça? Ah oui, mais alors après, ils m'ont dit, mais il faut peut-être qu'on en achète aussi. Alors, c'est ce que vous avez fait? Donc on était au bureau de Paris, il y avait, je sais pas, une quinzaine de bureaux dans le monde, donc on en a acheté 5 ou 6 pour le bureau de Paris. Et puis après, ils m'ont dit, les gens qui venaient, les consultants des autres pays qui venaient nous voir, dire ah, c'est vachement bien ce que vous faites sur ces rapports-là. Donc on m'a envoyé dans d'autres bureaux pour les aider à installer. Le Mac. Oui. Puis après, je me suis dit, mais si tu aimes tellement ce produit-là, représente-le. Peut-être que tu devrais les contacter. Oui. Et tu sais ce que tu as fait? Oui, j'ai contacté le directeur général d'Apple France. Qui était Jean-Louis Gasset? Jean-Louis Calmont. Alors, Jean Calmont, qui avait pris juste la succession de Jean-Louis Gasset, qui lui venait de partir aux États-Unis comme numéro 2 ou numéro 3 à l'époque. D'accord. Donc, c'était pas lui à cette époque. Oui, c'était Calmont, son directeur commercial, qui avait été promu DG. D'accord. Apple France faisait 900 millions. C'est quand même pas mal, hein? Tu vois, à l'époque, de francs. Tu vois, de francs, donc peu de temps après mon arrivée, ils ont fêté le premier milliard. Et alors donc, il fallait que je trouve une raison pour contacter le DG. Alors je me suis creusé la tête, je me suis dit, il faut que je trouve une raison légitime. Il se trouve que je m'occupais d'une association qui s'occupait des jeunes sans emploi et j'étais bénévole. Donc j'ai écrit à Calmont pour lui demander si on pouvait avoir du matériel supplémentaire. Sauf qu'une fois que j'étais devant lui dans le bureau, je lui ai dit, écoutez, monsieur Calmont, je viens vous voir pour une raison légitime et une raison illégitime. Il me dit, ah bon, laquelle? Il me dit, c'est que j'aimerais travailler pour vous. C'est ça, c'était légitime. C'était pour moi la raison illégitime. Illégitime. Ouais. Et la légitime, c'était d'aider les petits jeunes. Voilà, d'avoir des ordinateurs gratuitement pour aider l'association. Et il m'a dit, commencez par là. Et puis ça y est, on a commencé. Alors moi, je voulais faire du marketing. Et il m'a dit, pour être bon dans le marketing chez Apple, il faut faire de la vente. Est-ce que vous acceptez de faire de la vente? Et j'ai dit oui.
Et tu as été engagé. Et j'ai commencé pour 12 ans chez Apple, d'un parcours passionnant. D'accord. Donc tu es connu en France pour être un des représentants de Apple? Alors, moi je suis déjà un ancien, donc je les ai rejoints en janvier 88, je les ai quittés à l'été 99. Ah, déjà, ça fait un bon bout de temps. Ouais, ça fait un bail. Mais j'ai connu une phase passionnante d'Apple. D'accord. Et j'ai vécu le retour. La croissance d'Apple. Oui, mais il y a eu beaucoup de croissance après. Mhm. Puis j'ai eu la chance de voir le retour de Steve Jobs. Ah, super. Et la chance Et d'avoir... tu es retourné vers Apple ou tu as pris une autre direction dans ta vie? Alors après, j'ai décidé de quitter Apple à l'été 99, mais après avoir eu la chance d'avoir 3 réunions avec Steve Jobs, réunions de management, dont une ici à Cupertino, et la chance qu'on me propose de lancer les ventes par Internet avec une autre personne d'Apple en Europe pour Apple. Ce qu'on appelait le Apple Store, mais web. Hein. Finalement... Et tu as accepté? Ah oui, puis ça m'a passionné. Et j'ai vu l'annonce à Cupertino par Steve Jobs dans la salle de presse, où il s'est adressé directement à Michael Dell en disant devant les journalistes, « Michael, we're coming after you ». Le lendemain, on a eu une réunion dans la salle du board avec son équipe de direction. Ouais. J'accompagnais le comité de direction européen. C'est vrai? Et donc il avait son équipe de 7-8 direct reports. Et à un moment donné, quelqu'un lui apporte un papier. Alors il lit le papier et puis il arrête la réunion et il s'adresse à tout le monde et il dit « J'ai le plaisir de vous annoncer qu'au bout de 24 heures de lancement de notre Apple Store US, nous avons atteint nos premiers 500 000 $ de vente. » C'est vrai? Apple Store US. Apple Store US, c'est-à-dire que les ventes web, le build to order, Et après, Apple Store Europe, ça a marché? On a lancé avec un de mes collègues en Europe dans 10 pays, en 7 langues. Ça a été une expérience passionnante. Donc, vous avez fait Apple Store Europe. Voilà, le web. Il n'y avait pas encore les boutiques, les beaux Apple Store qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Puis en mi-99, je commençais à m'ennuyer un petit peu parce que tout était décidé de manière très centralisée pour le bien de la boîte. Et donc ça... 99. Voilà, j'avais plus la motivation pour continuer chez eux. Et tu as décidé de faire autre chose? De partir. Tout simplement, ok. Voilà. Et tu as démarré cette compagnie? Non, pas encore. La vie est faite souvent de hasard au niveau professionnel. Et j'ai rencontré un certain nombre de cabinets de chasseurs de tête. Et puis j'ai rencontré notamment le plus gros, qui est un Américain qui est basé à Los Angeles, qui s'appelle Korn Ferry. Okay. Et le patron du bureau de Paris me dit, moi je croyais que je venais pour un job, une offre, un poste quelque part. Ouais. Il me regarde et il me dit, est-ce que vous avez déjà songé à notre métier? Qui est de... J'ai pas compris la question. Ah, notre métier de chasseur de tête. Ouais, il parlait de leur métier. Voilà, je dis, mais moi je suis un opérationnel, j'ai jamais pensé à ça. Il m'a dit, est-ce que vous voulez pas y réfléchir? Donc j'y ai réfléchi. Et tu as dit oui. Je les ai revus la semaine d'après et je me suis dit que c'était une occasion fantastique de sortir le nez du guidon. Tu vois, dans des boîtes américaines comme Apple, on vit tout au daily, au weekly, au monthly, ça va vite. au quarterly, et puis après ça redémarre à zéro, et on repart, et on relève les compteurs. Et là, c'était de prendre du recul par rapport au monde de la technologie qui m'intéressait beaucoup. Et on était en pleine bulle Internet. C'était les années 2000-2001. Ouais. Tu vois. Donc j'ai vécu la chute de la bulle et la revival. Voilà, j'ai vécu le dernier tiers de la bulle en France. C'est l'époque où il y avait ces réunions extraordinaires à Paris et peut-être dans d'autres villes qui s'appelaient les First Monday. Ah, d'accord. Tu te rappelles peut-être? First Monday, non, je ne me rappelle pas parce que je n'étais pas en France, mais je suis sûre que beaucoup de gens dans ton métier se rappelaient de ça. Et alors les First Monday, c'était extraordinaire. Alors au début, ça commençait, il y avait des dizaines de personnes, puis des centaines. La dernière à laquelle j'ai été, il y avait 1500 personnes à la conciergerie. Et c'était que des rencontres entre des jeunes qui avaient un business plan, ou plusieurs dans chaque poche, et qui cherchaient des investisseurs. Et les investisseurs, ils voulaient déverser de l'argent partout et ils cherchaient les bons business-plans. Et ils ont fait ça. Et ça, c'était avant que ça explose, évidemment, la bulle Internet. Donc beaucoup de gens ont investi. Et c'est là où...
Et il y a beaucoup qui ont échoué, c'est ouais. ça. Puis moi, je me rappelle mes premiers recrutements. Je me revois dans une salle Plein de petites startups. avec une start-up qui voulait utiliser nos services de recrutement de managers. Ouais. Et j'avais en face de moi 3 jeunes. Il y en a un qui était le CEO, l'autre qui devait être le CFO et le troisième le Le CTO. marketing, ouais. Enfin, genre, ils avaient 24, 26, 27 ans. Ouais. Et puis, il me regarde, le CEO, et il me dit... Tu as quelque chose pour moi, non? il me dit, j'ai besoin de 4 DG, 4 country managers dans 4 pays européens. Alors, moi, je ne savais pas que c'était ça qu'il voulait. Je dis, mais vous savez, 4 postes comme ça, ça va être plus cher. Et alors, je me rappellerai tout longtemps de sa réponse. Il m'a regardé, il m'a dit, l'argent n'est pas un problème. C'est pas vrai. Nous voulons les meilleurs. En Et fait, ils cramaient tous l'argent des VC à cette Ah, époque-là. d'accord. Et tu as gagné beaucoup d'argent? On n'a pas fait tous les postes pour eux, mais Tu as bien gagné. ça a été intéressant. Et tu étais à ton compte Non, là, je travaillais pour ce grand cabinet international de qui placement. s'appelle Korn Ferry. En fait, il y a 5-6 grands cabinets dans le monde De Camp Ferry? de chasseurs de tête. Hein. Un des deux pour qui tu travaillais. Alors, d'accord. un de ceux, Korn Ferry, pour qui est un. Tu as aussi Heidrick & Struggles, Spencer Stuart, Egon Zehnder, Russell Reynolds. Et puis aujourd'hui, on rajoute en général City Partners. Tu vois. D'accord, donc toi tu étais avec Camp Ferry. Et moi, j'avais été chargé de développer la practice technologie pour Korn Ferry en France. Ah ben c'est bien ça. Et puis la bulle a implosé. Et alors, tu t'es retrouvé à la porte. Et alors, les 2 plus gros cabinets, Heidrick et Korn Ferry, en fait, Ouais. ils étaient rentrés à la bourse. Ah bon, ils Ouais. étaient publics. Donc leur action était montée avec la bulle. Ah d'accord. Et quand la bulle a implosé, leurs 2 cours de bourse ont perdu, c'était terrible, 80%. Et les 2 ont beaucoup licencié. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai dû quitter une société. Last in, first out. On est 650 à avoir dû quitter La boîte. Korn Ferry. D'accord. Ça a été un choc un peu. Ouais, j'aimais bien ce métier que j'avais appris avec les partenaires anciens, le métier du recrutement. Ça t'a formé pour ton pour la deuxième... suite. Pour la suite. Ok. Sauf que là, j'avais le choix entre continuer dans cette profession, et j'avais quelques belles opportunités, y compris chez des concurrents proches, D'accord. mais tout était figé. Ah, parce qu'il y C'était la avait crise. c'était la crise C'était de la la crise. bulle, oui. Ouais. Donc je suis retourné dans l'opérationnel. D'accord. Là, on est en janvier 2003, tu vois. Donc, ta carrière s'est fait par instinct, par opportunité qui se présentait devant toi. Un petit peu. Ouais. Là, j'ai quand même cherché un job opérationnel sur ce que je savais faire, et notamment avec l'utilisation de l'anglais, avec des postes européens. Et j'ai rejoint une société américaine basée à Chicago, Oui. pour laquelle je suis devenu directeur commercial Europe hors France. Ah, Donc, d'accord. j'occupais toute l'Europe sauf la France. Et on faisait de la vente directe, donc c'était assez étonnant parce que j'avais mes équipes dans les pays, les clients dans les pays, et je passais ma vie dans les avions en Europe. C'est vrai? Et je comptais les décollages à la fin. Je faisais 130 décollages par an. C'est trop pour toi. C'est beaucoup. Avec des enfants, c'est un peu Ah compliqué. oui, alors il fallait que chaque fois que tu rentres le week-end à la maison. Disons que je partais du lundi soir ou du mardi matin, je revenais le jeudi soir, le vendredi matin. D'accord. Mais c'est là que j'ai découvert davantage sur les cultures européennes. Je me suis fait un réseau de contacts Européen. passionnants dans les technologies en Europe. C'est bien. Software, hardware, télécom, un peu tout ça. Mais tout change. Moi, j'ai remarqué que quand je prends des cartes de visite, 5 ans plus tard, elles sont toutes périmées parce que tous les gens ont changé de boulot, ont changé de pays ou ont changé de numéro de téléphone. Et donc, c'est très, très temporaire, ces contacts. Les gens ne restent pas. Les gens ne sont pas stables. D'où l'importance des réseaux sociaux comme LinkedIn. C'est un peu plus stable. Avec LinkedIn, c'est les gens... On peut changer d'emploi et on est toujours là. Ouais. Et si tu as la chance d'utiliser, je ne sais pas si tu es sur Apple, c'est un MacBook. Oui. À ce moment-là, tu as quelques logiciels extraordinaires de gestion de contacts qui intègrent les réseaux sociaux dans la même fiche. Ah bon? Et il y en a un qui intègre non seulement ton contact avec tes infos personnelles sur une personne,
mais ça fiche LinkedIn, ça fiche Facebook, ça fiche Xing, ça fiche AngelList, ça fiche Instagram, ça fiche Foursquare, et tu as tout ça sur la même fiche. C'est vrai. Et quand tu cliques juste sur un onglet, Ça va sur tu vois que l'info que tu avais toi n'est plus à jour, puisque sur LinkedIn, elle a changé. D'accord. Donc dans mon métier, où je suis revenu un peu plus tard, c'est extrêmement précieux. Ah, parce que tu n'as pas pu perdre le contact. Mais parce que tu gères mieux tes contacts, tu arrives mieux à les suivre. Moi, j'utilise Salesforce. Oui. Et puis, mais si quelqu'un change, le numéro, il est périmé, oui. Ouais. C'est-à-dire avec Salesforce, il n'y a pas ce que tu racontes. Mais c'est possible qu'il y ait une application que tu peux ajouter, oui. Alors, il y a une application qui marche à la fois sur Mac OS X, et sur iOS, qui s'appelle Cobook. Et pour moi, c'est la meilleure. C'est celui-là que tu aimes. Ouais, c'est fantastique. C-O-B-O-O-K. Ouais. Cobook. Cobook. J'ai jamais utilisé ça. C'est des Lituaniens qui ont développé ça depuis 2 ans, qui viennent de fusionner avec une boîte américaine. Et ça marche. C'est extraordinaire. Donc pour quelqu'un dans mon métier qui doit en permanence rappeler des gens, rajouter des contacts, suivre des contacts, c'est presque un outil professionnel indispensable. Ah oui, bien sûr, parce que si tu suis un candidat qui est promettant, tu veux savoir où il est allé et si tu peux lui offrir quelque chose plus tard. Oui, c'est ça. Ou s'il a quitté une compagnie. C'est ça. Parce qu'on est dans un monde où tout va très très vite. Comme tu dis, les gens bougent. Ouais. Et puis donc, il faut savoir où ils sont allés. Oui, et puis savoir les joindre. Et donc, oui, j'ai remarqué d'ailleurs, tu m'as tout de suite mis sur LinkedIn. Oui. Moi, je suis quand même assez stable. Hein. Ça fait pas mal de temps que je fais ce programme. Oui, parce que, alors je sais pas, il y a des gens qui gèrent leur réseau de manière différente ou personnelle. Moi, j'essaie de gérer mon réseau de manière sélective par rapport à l'environnement où j'interagis. D'accord. Où tu les as rencontrés, comme le DBF par exemple. Donc, par exemple, le DBF, si tu veux, tu as pris quelques cartes. Je travaille en Europe. Mais j'essaie de créer des liens très importants avec la Silicon Valley de plus en plus. Et donc sur LinkedIn, c'est un accélérateur de particules. Ok, donc en tant que chasseur de tête, on peut dire, tu t'occupes surtout du IT ? Alors au début, je disais que IT, mais depuis 1 an et demi, j'ai énormément basculé vers le digital au sens large. D'accord, les vendeurs digitales, tout ce qui est le digital est partout. Alors, les mobiles, ouais. Alors, on va dire que dans l'IT, je mets software, hardware, télécom, les réseaux, les networks. Donc ça peut être quelqu'un qui écrit le software, ou quelqu'un qui le vend, ou quelqu'un qui fait le marketing. Pour moi, c'est les secteurs. Et puis ensuite, c'est tous les managers dans ces secteurs. D'accord. Donc ça peut être le CEO, le COO, le CTO, tout ce que tu veux. Ça peut être le comité de direction, le sales manager, le marketing manager, le support manager, le CFO. Et puis ensuite, tu as toute une série de managers qui peuvent être des regional managers ou des business unit managers. En général, tu comprends les fonctions de tous ces titres ? Mais c'est ça qui est fantastique, c'est que j'ai travaillé avec ces gens-là puisque j'étais moi-même dans ces comités de direction. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, quand j'ai des candidats en face de moi, normalement... Tu comprends ce qu'ils font. Non seulement parce que j'aime la technologie et le digital, je dois pouvoir comprendre très rapidement ce qu'ils font, mais surtout, je dois être à même de comprendre la fonction, leur responsabilité. Donc si tu en as un qui essaye de me bullshiter sur un truc qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, je peux lui poser des questions, tirer la bobine et puis voir s'il me raconte des salades. Ah, d'accord. Ah oui. Alors que tu as beaucoup de chasseurs de tête, bon, certains sont très bons sans avoir été dans l'opérationnel, mais pour certains c'est dur parce qu'ils ne peuvent pas comparer, ils n'ont pas été dans ces environnements. D'accord. Tu vois Donc, ils regardent le CV, si c'est impressionnant comme CV, ils les appellent. Mais moi, je fais bosser mes candidats de manière assez différente des autres cabinets pour essayer de sortir la substantifique moelle de ce qui fait leur différence fondamentale. D'accord. Donc, quand tu dis tu les fais travailler, qu'est-ce que tu leur donnes comme test ? Alors, il y a beaucoup de tests qui existent. Tu leur donnes des tests ? Non, je leur donne du homework. Je leur donne 2 jours de homework avant qu'on se rencontre. Ah bon, je leur demande, je leur propose. D'accord, tu leur dis rechercher cette compagnie.
C'est plus que ça. Disons qu'il y a une checklist tu leur donnes. qui m'est très personnelle de ce dont j'ai besoin pour avoir un entretien approfondi qui soit de nature à intéresser des futurs employeurs. D'accord. Mais avant de les interviewer, il faut que tu aies la demande. Ah, alors qui je rencontre? Alors tu as des gens qui s'adressent à moi par LinkedIn, etc. Puis tu as aussi des gens... Mais tu dois avoir l'employeur qui te passe une commande avant d'interviewer des gens, n'est-ce pas? Alors il y a plusieurs manières d'intervenir pour les clients. La plupart des cabinets, Oui. ils sont sollicités par un client avec un mandat. J'ai besoin d'un directeur marketing. De tel et tel. Est-ce que vous pouvez me proposer dans X temps 24 heures. une short... Ah non, alors ici Non, ça, c'est 2 trop tard. semaines. Ah, oui, d'accord. En Europe c'est 6 semaines. Moi Ah, je fais 3 semaines et demie. D'accord. Et en général, ils demandent de voir une shortlist de candidats, de 3 à 5 candidats de valeur. Et toi tu factures... on va dire que la profession facture un tiers de la rémunération annuelle fixe plus variable. C'est vrai? En théorie. En France, pas ici. Partout. Partout? Partout. Donc, quelqu'un qui a un salaire de 300 000 $, en théorie, le cabinet facture 100 000 $. C'est vrai, Maintenant, c'est énorme. ça négocie. Bah, ça dépend si tu trouves les talents qui font croître la société. Pourquoi pas, oui. Ça vaut le coup de payer ça. Tu sais qu'une erreur de recrutement, je ne sais pas si tu sais ça, Aline. Ça peut être très cher pour la compagnie. Le coût d'une erreur de recrutement d'un manager qui reste entre 10 mois et 14 mois, par exemple, dans une boîte, Ça peut être des millions de dollars. c'est 15 fois le salaire annuel de la personne. Ah, il faut pas faire de faute. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc si tu veux, il faut pas se gourer. Donc c'est un service qui est important, de trouver la bonne personne qui va créer de la valeur. Qui va apporter le business à la compagnie. Tu vois, je suis en discussion avec une boîte qui est dans la vallée, en ce moment une société, une très belle société. Tu leur dis ça, avec toi, quand tu te présentes comme... bien sûr, avec qui je discute. Et la personne qui les a rejoints, la valeur qu'elle a apportée dans cette entreprise, en un an, la valeur de la société a été multipliée par 10. Ah, c'est énorme, ouais. Donc imagine qu'il se soit trompé de CEO, au lieu d'être multiplié par 10, peut-être que la société ne se lancerait jamais. Donc, alors ça, si tu veux, c'est un mandat de recherche classique. Alors les sociétés discutent, puis quand tu fais du repeat business, tu as des prix un peu plus intéressants, soit c'est variable, soit tu fais un forfait. Bon. Puis il y a une autre manière de travailler qui est assez intéressante, mais qui est adaptée à un monde qui va très très vite, avec des gens qui sont parfois ouverts au changement pendant seulement quelques semaines. Ah bon? C'est les startups? Non, ça peut être des startups, des moyennes et grandes entreprises, et des gens, si tu les suis bien, s'ils ont une grande valeur, il faut que tu sois informé qu'ils sont à l'écoute et qu'ils ont envie de changer, et que tu les aies évalués déjà, en gros que tu les suives dans le temps, avant qu'ils changent, pour que tu sois prêt à leur offrir à pouvoir toi contribuer. Ah, et à ce moment-là, si tu suis un tel ou une telle d'ailleurs, homme, femme, et que tu connais leur valeur ajoutée différenciante, si en même temps tu connais une société que tu suis depuis un certain temps, qui en a besoin, client ou prospect, sans même savoir s'il y a un job, et tu te dis mais bon sang, lui ou elle, mais il pourrait faire un carton ici, tu les mets ensemble. Tu les mets ensemble et tu leur dis écoutez, je ne sais pas si vous avez ce poste en recherche en ce moment, mais moi je pense que vous auriez intérêt à discuter. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, les modalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que le candidat est content de voir un employeur potentiel, petit ou moyen ou grand. L'employeur là ne paie rien à l'avance, contrairement à une mission standard où tu payes déjà un tiers du montant dès le début, puis un tiers 30 jours après. Alors comment il paye? Et là, il se voit. Et si ça va jusqu'à un recrutement, à ce moment-là, le recruteur est payé et moins cher qu'une chasse standard. Ah, d'accord. Mais quand même, entre 25 et 25% de la rémunération annuelle fixe plus variable. Donc tout le monde est content, l'entreprise sait qu'elle peut voir des gens de qualité, sans engagement, et puis s'il voit la personne qui lui plaît beaucoup, il l'embauche, et à ce moment-là, ça vaut le coup de rémunérer le recruteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle
le push. Ah, d'accord. Mais pour faire du push, il faut avoir Un sens. un bon réseau de contacts, Ouais. de gens qu'on connaît vraiment. Hein, c'est pas la course au nombre de contacts LinkedIn. C'est, Comment tu sais j'ai que rencontré quelqu'un- Aline au DBF le 3 février 2014. Oui. Nous avons parlé de ceci et de cela. Oui. Je l'ai revue peu de Hier. temps après. Ouais. Elle connaît d'ailleurs un tel, un tel et un tel. Ouais. Et on va se reparler, D'accord. je l'espère. D'accord. D'accord. Et à ce moment-là, tu as ça dans ton agenda. Et Et de temps en temps, tu fais des suivis avec les personnes si tu as le temps. Tout le temps. c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Il faut tout le temps faire des suivis. Mais disons qu'il faut avoir les gens de grande valeur en tête pour pouvoir leur apporter quelque chose sur leur évolution professionnelle. Mhm. Parce qu'il y a de plus en plus de transitions dans une carrière, et pouvoir apporter des talents à des sociétés qui pensaient les trouver tout seuls et qui paniquent parce que soit ils ont peu de choix, ou ils choisissent par défaut, Ah. ou alors ils n'arrivent pas à trouver. Moi, je suis intervenu déjà plusieurs fois sur des jobs importants où la société, les dirigeants connaissaient tout le monde Mhm. sur la place, sur le secteur, donc ils ont commencé dans leur réseau. Mais ils ne savaient pas qui choisir. Si, ils pensaient qu'ils connaissaient tout le monde, et puis ils connaissaient vraiment tout le monde. Sauf que le recrutement, ça se fait pas comme ça. Ah bon. Si tu veux, ce qui est dur dans ce métier, c'est le jugement. Ah, tu dois voir qui a de la valeur. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, les anciens, quand j'étais chez Corn Ferry, m'ont expliqué ça. C'est le jugement, c'est l'adéquation entre toi, sur ce que tu sais faire, tu peux apporter, et un tel qui aurait besoin de cette contribution. Et puis il y a une tierce personne qui est là pour évaluer est-ce que tu es la bonne personne pour ce besoin. Ah bon. C'est ça qui est dur, et on peut se tromper, c'est pas une science exacte. C'est un des rares métiers, tu vois, Aline, où a priori on s'améliore avec l'âge. D'accord. Ah oui, c'est marrant, hein. c'est comme le fromage. Je sais pas, le fromage s'améliore avec l'âge. C'est Dans amusant. c'est le vin, il dit. Oui, comme les bons vins, oui, Ouais. tu vois. D'accord. Tu vois. Et alors, c'est un métier, tu vois, je pourrais en parler longtemps, mais Oui, mais c'est un métier qui te passionne maintenant? c'est un métier où les secteurs me passionnent, et Ouais. c'est un métier où franchement, il faut aimer les gens. Si tu n'aimes pas les personnes que tu rencontres, Comment tu vas les aider? d'abord tu n'apprends rien, et comment veux-tu ensuite parler d'eux à une société qui les cherche sans les connaître? Oui, non, non, il faut vraiment avoir Moi, j'ai vu des chasseurs de tête mal considérer des candidats Hmm. et qui m'ont dit plus jamais je reverrai cette personne. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils n'étaient pas considérés. Voilà, quand Tu on veux est... dire le candidat n'était Ouais, pas, pas ne se considéré. sentait pas Il bien. était considéré comme une... Un nombre. Alors je dis c'est rare, hein, des gens qui font comme ça. Il y a des très très grands professionnels dans ce métier, mais il y en a qui le font pas bien et qui ne considèrent pas les personnes de manière suffisante, mais plutôt comme l'opportunité de facturer un client sur un one shot. Et ça marche pas. Ouais, non, non, il faut qu'il y ait quand même Il faut travailler dans la durée. Ok. Si un chasseur de tête fait du hard selling Mhm. en poussant un candidat à rejoindre un client et en poussant ce client Ça à va prendre le tomber à l'eau. candidat, Ça va tomber mais à ça l'eau. va planter. Ça va tomber à l'eau parce que c'est forcé. Et à ce moment-là, ce qui est grave, Mm. c'est que tout le monde a perdu. Ouais. Le candidat a perdu 6 mois ou 8 mois. Le client est furieux parce qu'il y a un coût d'opportunité 15 fois le prix de ce qu'il y a. Et autant te dire que le chasseur de tête, quand il fait ça, il est grillé avec les deux. Ah, parce qu'il a grillé sa réputation. Ah oui. Et ce qui fait le plus plaisir à quelqu'un dans mon métier, c'est quand il revoit 1 an et demi après, 2 ans après, quelqu'un qui l'a mandaté sur un poste. Ça m'est arrivé il y a quelques mois ici, Ah bon? où il y a un actionnaire que j'ai revu avec des Ici. amis et qui m'a dit « Christophe, je voulais vraiment vous dire, le directeur général que vous nous avez proposé en France, Il est bien. ça se passe tellement bien, on Ouais. est tellement content de lui que maintenant nous l'avons promu patron Europe C'est vrai. et je voulais vraiment vous remercier. » C'est vrai. Et bien ça fait plaisir. Et surtout que quelques mois avant, j'avais rencontré par hasard le candidat Et il t'a dit qu'il était dans content un club aussi. parisien, et moi je faisais un entretien, et lui recrutait, Ouais. puis il est venu me voir, et il a tenu à me dire, je suis vraiment content, je vous remercie. Bon ben là,
Là, c'est les deux, c'est des deux côtés. là c'est C'est comme un mariage finalement. c'est la gratification supplémentaire qui vient au-delà de la simple facturation du service. Oui, bien sûr, parce que c'est un peu comme un mariage. Si ça colle, ça colle. Ça colle pas, ça colle pas. Oui, oui. C'est Ouais. On peut pas forcer. Ouais. Et moi, tu vois, ce qui me frappe beaucoup, c'est que tu as des gens qui recrutent Ouais. et finalement, ce qui leur manque, c'est du choix. Alors parfois, ils ont un candidat par défaut, je le prends, ou une candidate, je le prends, je ne la prends pas. Je le prends, je ne le prends pas. Et puis, comme ils n'ont personne d'autre, ils se disent, je suis pressé, je le prends. Pour l'instant, je le prends. Oui, mais c'est Mais pas, après, c'est 6 pas mois une- plus tard, ça marche pas. Ça peut marcher, mais ça peut aussi très souvent ne pas marcher. Et moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est ce qu'il vous faut, c'est du choix. Avec plusieurs très bons candidats, Mhm. et ensuite vous allez choisir en fonction du fit, de votre stratégie, qui est-ce qui match le mieux parmi les 3, 4, 2. Et tu as le temps de tout faire tout ça, de faire les interviews, de chercher les clients, de faire tout ça? C'est dur la gestion du temps. Oui. Et moi, j'ai choisi un modèle, on va dire, c'est un métier qui évolue énormément, le métier du recrutement, très très vite. Tu fais les interviews par Skype, c'est ça? Alors, les grands cabinets sont paniqués parce qu'ils ont des bases de données de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de noms, C'est vrai. mais elles ne sont pas à jour, ces bases de données. Oui, c'est ce que je et disais. puis- Après 3 ans, c'est périmé. Ouais, et puis et surtout quand c'est pas interfacé avec les réseaux sociaux. Et puis, en même temps, leurs grands clients ou moyens clients recrutent des recruteurs. Ouais. Hein, tu prends Google, c'est un bon exemple. Ouais. Google, ils ont embauché des chasseurs de tête chez eux. Oui. Hein. C'est pas mal, mais il y a un problème d'objectivité. Hein. Puis tu as les réseaux sociaux. Voilà, ils peuvent les trouver sur les réseaux. Alors, les entreprises, a priori, ont accès aux réseaux sociaux. Mhm. Mais Comment faire la recherche? bah oui, alors ensuite, si tu as un junior au RH, il n'a pas l'expérience, c'est ça qui est dur, donc c'est un métier. Mais une fois que tu as ces outils Ouais. et que tu as l'expérience, c'est un outil extraordinaire. Et à ce moment-là, tu peux communiquer avec les gens beaucoup plus vite Mhm. qu'avant, beaucoup plus vite. Ouais. Beaucoup plus vite, sans être invasif, comme on dit. Ah, d'accord. Tu vois? Parce que tu es sur leur réseau, alors tu es leur ami, quoi. Bah, par exemple, moi je trouve qu'il y a une méthode qui est bien, qui n'est pas trop invasive et qui permet de joindre les managers très rapidement. Évidemment, tu as l'email, C'est LinkedIn. tu as LinkedIn bien sûr, mais quand tu as besoin de parler à quelqu'un, tu vas pas l'appeler comme ça out of the blue parce que tu sais pas s'il est en réunion, s'il est avec quelqu'un. Ouais, alors qu'est-ce que Moi tu j'aime fais? beaucoup le SMS. Ah, tu leur envoies un SMS, tu dis je voudrais vous parler. J'ai un client qui s'intéresse à votre profil ou je m'intéresse à votre profil, j'aimerais en parler avec vous C'est sur deux, sûr trois qu'ils vont points. le lire. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont en réunion, ils ont tous leur téléphone. Ils peuvent lire Le le SMS, il apparaît. Une fois sur deux, il sort de réunion, il répond par SMS. Je veux bien ce soir à C'est vrai, 18h. les emails, les gens ils lisent pas, mais les Mais il faut SMS, prendre un ils rendez-vous lisent. si tu veux. Donc Ouais. il faut respecter l'emploi du temps des gens. Ok. Mais donc aujourd'hui, on peut joindre quasiment n'importe qui très facilement. Par un SMS. Voilà. Mais à ce moment-là, Tu révèles tes tu vas leur secrets, parler là. tu vas leur parler. Ouais, mais bon, c'est comme tu as dit, c'est l'emploi du temps, la gestion du temps qui est difficile. Ouais. Et donc, Tu es à Paris? moi, je suis basé à Paris. D'accord. Mais si tu veux, j'ai pas vocation à travailler que sur la France. D'ailleurs, mes premières missions, elles n'étaient pas en France, elles étaient en Allemagne. Ah bon? Alors en Allemagne, LinkedIn n'est pas le premier réseau social professionnel, c'est Xing qui est devant. Xing, d'accord. Donc si tu veux, dans mon métier, il faut... Répète le nom du réseau que tu aimes bien. Go, quoi? Celui que tu m'as mentionné au début. Cobook. Mais Cobook, c'est Cobook. pas un réseau, c'est un outil, Ah, c'est un outil. c'est un agrégateur de contacts. D'accord. Et D'accord. tu verras, tout à On l'heure, va le voir. si tu veux, je te l'installerai. Mm. Et c'est un agrégateur de fiches. Donc aujourd'hui, si je regarde Aline Dinoya ici, je vais voir les notes que j'ai prises à la suite de notre rencontre. Ah, tu as pris des le- notes. Bah oui, moi je note dans quel contexte on s'est rencontrés, Ah, etc. d'accord, Parce d'accord. qu'on n'est pas des surhommes, hein, on ne se rappelle pas de tout. D'accord, donc tu Et m'as puis rencontré au ensuite, DBA. je fais un swipe vers la gauche, j'ai ton profil LinkedIn. Ouais. Je fais un swipe, j'ai éventuellement ton profil Twitter. Ah bon? Je peux te dire follow, not follow. Je peux voir si t'es... Mais tout ça sur une seule fiche, tu vois. Donc c'est vachement bien. Ouais. Et Donc, ça aide à aller vite.
D'accord, donc tu sais où je suis sur YouTube, sur Pas- Vimeo. Non, pas forcément, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et alors donc, si tu veux, dans ce métier, il faut aller vite, il faut être flexible. Ouais. Et c'est pour ça que début 2012, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de ne plus travailler dans une structure. J'avais rejoint à ce moment-là le 12e cabinet mondial, qui était très sympa, dirigé par un Français. Mais tu as des charges de locaux, tu as des charges de secrétariat. Moi, j'utilise pas d'assistante. Ah oui. Moi, Tu fais toi. mais je dicte mes emails, Et je relis et j'envoie. Ah d'accord. Je Tu as- dicte tu- mes SMS. Tu as voice activated, ok. J'utilise. Il y a des gens qui critiquent Siri, mais Siri pour dicter ses SMS, ses iMessage par exemple, et ses emails, c'est fantastique. Moi, je l'ai jamais utilisé. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen de taper plus vite que mes enfants. C'est vrai? Avec Parce Siri? que eux, tu parles, ils sont là avec 6 doigts, etc. Ça va très vite. Moi, je suis là avec un. Mais par contre, quand ils m'envoient un truc, je réponds un truc 2 fois plus long. Avec la voix. Ouais, alors ils sont pas tout à fait d'accord. Ils me disent, mais si, papa, j'arrive quand même. Aller plus vite mais que ta toi. voix, si tu veux, c'est rigolo. Mais alors, moi qui ne suis pas dans le IT, pourquoi serais-tu intéressé de me mettre dans tes réseaux? Parce que je te l'ai dit, en fait, j'ai basculé beaucoup Ah, vers le tu veux digital. Ah, tu veux faire plusieurs choses, ok. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un appel d'air hallucinant, je crois que c'est le bon mot, sur le digital dans le monde. D'accord, Alors, vidéo, moi j'ai des streaming. clients, par exemple en Europe, où je commence à proposer des profils sur la transformation numérique. Ah, d'accord. Tout ce qui se passe en ce moment sur l'Internet des objets, le Internet of Things, Ouais. c'est le digital. Mais c'est le digital, il est partout, il est transverse. Et les Français, il y a beaucoup de Français très très forts là-dedans en France et bien sûr ici, D'accord. dans la Silicon Valley. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il paraît que la vidéo, ça augmente les ventes par 43%, etc. Donc c'est le... Tu m'expliqueras, tu vas m'apprendre des choses. Non, mais c'est vrai que parce que... Mais donc, toi, tu fais du digital à l'insu de ton plein gré. Voilà, c'est ça. Ça, je fais ça pour le Donc, quand plaisir tu filmes le DBF et que Ouais. tu postes le DBF de lundi dernier que j'ai déjà mis sur sur YouTube, mais j'ai vu, hein, avec l'excellente discussion avec Solomon Hikes, Ouais. tu fais du digital. Oui, oui, je le fais pour le plaisir, oui. Oui, oui. Par contre, les deux autres compagnies qui étaient là, elles ne faisaient pas pour le plaisir. C'était des compagnies commerciales. Ouais, ouais. Je crois que c'était France Presse et TV24 ou quelque chose comme ça. Enfin, une télévision Ouais, à ouais. Los Angeles. Ouais. Donc ça, c'était strictement commercial. Ouais. Donc ils mettent pas tout, ils mettent juste des clips. Donc, si tu veux, aujourd'hui, pour conclure, moi je travaille on my own. Ah oui, d'accord. J'ai Tu as tes enfants pour des t'aider? partenaires. Non, j'ai des partenaires à côté, mais qui ne sont pas mes salariés, mais qui sont prêts pour faire un t'envoyer des jump-in références, quand ouais. j'ai besoin. Non, mais par exemple, j'ai des clients qui, quand ils embauchent des bons candidats, veulent leur proposer un coaching d'intégration. D'accord. Donc, c'est des candidats qui veulent faire attention à ne pas faire d'erreur dans les 6 premiers mois. Ils veulent un coach. D'accord. Je peux demander éventuellement à une société de m'aider à faire plus de recherches sur des longues listes quand j'ai pas le temps de le faire moi-même. Tu vois. Et donc, à ce moment-là, ce ne sont pas tes propres charges et tu adaptes tes charges ou tes services Avec des amis. comme des modules, Oui, oui. des partenaires. Des partenaires. Vous faites des échanges de services. Moi, je parle d'eux parce que ça rajoute à la valeur de ce que je fais Ouais. et je n'interviens aucunement en prise de facturation sur leur service. Ah, d'accord. Non, par contre, ça crédibilise mon intervention. Quand tu as besoin d'eux, c'est ça? Enfin. Voilà. Ouais. Mais ça rajoute de la valeur à ma proposition auprès de mes clients, tu vois. Ah, d'accord. Oui, tu fais quelque chose pour Je leur dis, je peux recruter cette personne et puis, si vous le souhaitez, quand elle va rentrer, si vous voulez faire le maximum pour que l'intégration se passe bien, vous avez telle personne qui est certifiée en coaching, qui est d'ailleurs une ancienne de telle grande entreprise d'IT, qui a eu des et qui résultats pourra faire 5-8 sessions dans le coaching. pour expliquer à ce candidat que dans sa première réunion, il ne faut pas qu'il dise Ceci et cela. dans l'entreprise où j'étais avant, je faisais cela.
Alors, les gens, ça les surprend. Elle lui fait du coaching. Tu vois, bon, si tu fais ça 2 fois, les gens, c'est la 3e fois, ils disent attends, t'es plus dans telle entreprise. Tu vois, quand tu arrives dans une entreprise, tu écoutes beaucoup. Bon, donc les coachs, ça peut aider des gens qui veulent bien réussir leur, tu vois. Puis il y a d'autres. Toi aussi, tu as un coach, je suis sûre. Tu as un coach qui te dit comment faire ci, comment faire ça? Moi, écoute, j'ai la chance d'avoir beaucoup de contacts, Ouais. candidats, ou ce qu'on appelle des sources. Oui. Des gens qui peuvent me mener à des candidats Oui. parce qu'ils connaissent bien l'environnement, Ouais. et bien sûr des dirigeants, des entrepreneurs. Qui te donnent des conseils. Et souvent, encore ce matin, voilà, j'en voyais un qui me donnait des idées pour augmenter la visibilité de mon business. D'accord, et ça s'est fait d'une manière plutôt amicale que d'une manière coaching. Absolument, de manière très sympathique Plutôt que d'un coaching à l'heure, c'est ça? Oui, surtout que il n'est pas impossible que je l'aide à recruter aussi, ou que j'aide à recruter un de ses co-entrepreneurs. C'est un métier c'est un métier, tu sais, qui est basé sur la confiance. Oui, bien sûr. Et ce qu'on appelle l'intuitu personné, tu vois. Moi, je suis venu ici, c'est la première fois qu'on se voit. Tu fais confiance que ça existe? Non, mais on s'est vu, on a parlé un petit moment. Ah si, on avait parlé, oui. Et puis, il y a eu une relation de confiance. Voilà. Ça s'est passé quand même assez rapidement. Spontanément. Oui, parce que les autres que j'ai invités, ils me disent dites-moi plus avant de venir le 21. C'est-à-dire moi, dans 2 j'ai semaines. tout de suite eu confiance. Toi, tu as tout de suite dit ça t'aurait collé. Depuis, en plus, tu devais partir. Voilà. Depuis un certain âge, puisque je suis beaucoup plus vieux que la plupart des jeunes dans les startups ici, je fais confiance à mon intuition. D'accord, non. J'essaye. C'est vrai qu'il y a les petits jeunes me disaient qu'est-ce que c'est que ça, il faisait. Et alors, il y a une question que tu ne m'as pas posée, mais finalement, qu'est-ce que je fais ici dans la Silicon Valley? Tu recherches des nouveaux clients. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent ici sur les technologies et le digital que la meilleure manière de le comprendre, c'est de venir voir. Ouais. Et puis ensuite, parmi ceux qui m'ont donné des bons conseils, on m'a dit, tu sais Christophe, si tu viens ici, les gens te recevront, mais si tu veux que ça dure, il faut que tu reviennes régulièrement. Sinon, ça sert à rien. Ils vont t'oublier. Ouais. Donc là, c'est la 3e fois en 1 an que je viens, passer 15 jours. Et tu as repris contact. Et je revois des gens. Donc j'essaye de suivre les tendances de ce qui se passe. D'accord. Et puis, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir accès. Renouer les liens. Oui, puis j'ai la chance. Mon objectif, c'est de faire du business, bien sûr. Mon business, pour moi, c'est de proposer des managers de grande qualité. Et il se trouve qu'en Europe, j'ai accès à beaucoup de managers formidables que je vois tout au long de l'année, donc j'attends pas une recherche pour les chercher. Et il se trouve que ici, il y a des sociétés qui, dans un certain nombre de cas, veulent un manager européen ou international. Qui veulent aller international. Soit pour ici. En ce moment, je présente un candidat, une société de la vallée, un candidat européen qui a une connaissance internationale, qui a le droit de travailler ici. Et donc, tu leur conseilles cette personne? Je leur propose un profil européen de grande valeur, par exemple. Et puis, ou alors, tu as des sociétés ici qui ont besoin pour l'Europe de profils européens de grande valeur. Et ils vont appeler qui? Il y a des chasseurs de tête de partout, qui font des petits pois, de l'immobilier. Bon, tu sais, Jobs disait « Focus is about saying no ». Ça m'a marqué. Ah oui, tu veux pas n'importe quel... Moi, je peux pas travailler dans d'autres domaines. Mais par contre, dans celui-là, je pense que je vais comprendre plus vite ce qu'on me raconte. Oui, bien sûr. Tu veux pas faire du import-export, tu veux pas faire de la transport. Donc, j'ai des profils formidables pour des boîtes dirigées ici, mais qui veulent se développer en Europe. Alors, on me dit, oh là, ceux qui veulent se développer en Europe... il y en a plein. Ils sont fous, c'est trop compliqué. Bon, mais ça arrive quand même, surtout si elles viennent d'Europe. Et puis, tu en as qui sont basés ici... Ça marche tellement bien, ils veulent se développer en Asie, en Amérique latine. Et en Europe. Alors, tu envoies qui? Un Américain, mais tu peux aussi envoyer un Européen international. Et ça, je les ai, ces gens-là. D'accord. Donc, et j'ai besoin de le faire savoir ici. Que c'est ça ce que tu fais. Et surtout que j'ai ces gens-là formidables qui peuvent leur faire gagner un temps extraordinaire. Et des gens qui ont la capacité à venir travailler ici et à apporter une forte contribution. Ah, d'accord.
Ouais. Donc c'est ça que je travaille ici. Et que tu essayes de communiquer. Oui, et je te remercie parce que tu me permets d'en parler un peu aujourd'hui. D'accord, d'accord, mais parce que en parlant, tu comprends où tu dois faire peut-être un peu de choses d'un côté ou de l'autre, etc. Oui. Donc j'aime beaucoup développer cet axe entre l'Europe et la Silicon Valley. Ouais. Euh, et si ça marche bien, il y a d'autres axes passionnants. Mhm. Tu as l'axe aussi avec la Silicon Valley de Tel Aviv, hein, qu'on appelle Herzliya là-bas, mais Mhm. tu en as à droite à gauche. Bon, on va voir, hein, on ne peut pas être partout. On Oui, va il y a déjà, la Silicon Valley aussi du sud de la France. Ouais. oui, oui. Alors en France, t'as des, pour les Français qui vont regarder, tu as des régions extraordinaires sur le digital. Moi, j'ai eu la chance de faire la tournée des entrepreneurs dans la région de Nantes, Oui, dans l'IT. Hein, j'ai trouvé ça passionnant. oui, parce qu'ils ont leurs propres idées, Ça me etc. permet de leur proposer des idées de profil. Et en ce moment, je pense à une de ces sociétés de la région de Nantes avec un profil extraordinaire qui est ici, Oui, tu vois. Donc, tu vois, en fait. tu peux les mettre en relation. Tout à fait. J'ai Il y appris a la pendant Silicon Valley aussi du Japon, oui, enfin. Ah, et alors le Japon, c'est peut-être pour plus tard. Ouais, parce que c'est la langue. Mais en France, tu as la région de Toulouse qui est très très dynamique Ouais, parce que aussi. c'est la formation des ingénieurs électroniques. Donc ici, tu as pas mal d'entrepreneurs de la région de Toulouse hein, qui réussissent très bien ici et qui sont restés avec des ingénieurs là-bas. Mhm. Là, on m'a expliqué. Oui, parce que c'est là où ils forment tous les ingénieurs en France, enfin Oui. Toulouse. Oui, et puis il y a toute une série de raisons pour lesquelles ces entreprises aiment bien garder leurs ingénieurs en France. Ah bon? Ah oui, parce qu'ils ne se les font pas piquer par Google et Facebook, déjà, ici. À moins que la personne elle-même veuille partir. Voilà, voilà. Et puis il y a des ingénieurs de très grande qualité en France aussi. Et on essaye de les garder. Et c'est pour ça, moi, j'avais pas compris tout de suite pourquoi souvent le R&D restait en France Ah, et le sales et marketing et le bizdev et le general management venaient ici. Je comprends déjà un petit peu mieux. ah oui, ils veulent garder la matière grise en France, oui. Oui, et puis que les gens sont plus fidèles. Alors que souvent ici, les ingénieurs, il y a une telle pénurie, il y a une inflation sur les salaires, Et on leur propose plus. ils prennent la plus et grosse plus. tête et puis ils changent régulièrement d'entreprise. Voilà. Alors ça, c'est dur pour une société qui a investi. Dès qu'on le. Et puis il y a ouais. quelqu'un qui les appelle et disent on vous offre 10 000 de plus. Hein. C'est presque un désastre quand tu perds des éléments de valeur. Ouais, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça? C'est l'argent. Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à Il y a faire. beaucoup de choses. Tu as le charisme de l'équipe dirigeante avec la vision, c'est important. Il faut que l'employé aime bien avec qui il travaille. Oui, c'est très important. Bien sûr, la rémunération, l'intérêt du job. Mhm. C'est toujours un ensemble de choses. La personne s'est attachée à la compagnie ou pas? Ben oui, Parce que s'il oui. est Et pas si du elle tout- croit à son développement, s'il est intéressé aux résultats, il y a pas mal de facteurs. Oh ouais, parce que Tu vois. ouais, si tu n'aimes pas la compagnie, tu vas partir tout de suite. Ouais. Et- C'est-à-dire, s'il n'y a pas un certain niveau affectif, il y a un détachement. Et t'imagines quand tu as une boîte qui a 8 personnes, qui a 10 personnes, Mhm. si tu en as deux qui sont très bons Ouais. et qui partent à la concurrence au bout de 14 mois, Tu es fichu. mais tout l'investissement que tu as fait dans ces personnes, Ouais. ou presque tout est perdu. Ouais, exactement. C'est terrible. Parce que les quatre autres ne sont pas aussi bons. Ouais. Parce qu'il faut retrouver des gens et puis... Mais alors toi, tu travailles, tu dis one man show? Tu es un peu comme moi? Ici on appelle ça, oui, on appelle ça boutique. Oui, d'accord, mais c'est one man show. Oui, mais tu sais, c'est une bonne question, j'aime bien cette question. Aujourd'hui, tu as une boîte qui va faire appel à un des grands cabinets, par exemple. Il y en a ici dans la baie, il y en a pas mal. Mhm. Avec plein de PowerPoint, plein de partenaires, Ouais, ça c'est et embêtant. plein de ces researchers. PowerPoint. Non, c'est bien. Ils ont... Tu aimes les PowerPoint? Ah, moi, j'aime Non, pas. non, mais je veux dire, c'est des belles boîtes qui D'accord. ont des gens très expérimentés, Ouais. etc. Mais in fine, quand ils vont un rapport avec un partenaire, Mhm.
la relation, elle va se jouer avec le partenaire et pas avec 10 personnes. Ah, d'accord. Donc quand tu es seul ou quand tu es 50, il n'y a toujours que toi avec le client. Donc il y a la relation de confiance. La grosse différence, c'est que souvent dans ces boîtes-là, le partenaire, une fois qu'il a obtenu la mission, le mandat, il retourne à son bureau et il donne ça à une équipe de researchers et lui va partir vendre une autre mission. D'accord. Et après, les researchers vont lui faire un rapport en disant ça y est, on a identifié 50 personnes. Donc il y a des gens ici aussi, j'en connais, des gens formidables qui bossent en boutique, qui font maximum de 3 missions d'un coup. Non, en même temps. Par an, ils peuvent en faire beaucoup plus. Okay. Mais qui te donnent une qualité et un engagement qui, à mon avis, est assez rassurant pour les clients. D'accord. Donc c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus personnel, on peut dire. D'accord. Et c'est ça que tu essaies d'établir. Oui, exactement. Et donc je suis dans un processus d'augmenter le cercle de dirigeants ici que je connais et qui me font confiance. C'est ça mon objectif. D'accord, c'est bien. Pour leur faire gagner du temps dans leurs plans de croissance qui sont parfois incroyables. Est-ce que tu as revu quelqu'un au DBF que tu connaissais avant? Ah oui. Je connais bien Jean-Louis Gasset. Donc, il te demande des fois des candidats? Alors Jean-Louis, tu sais, il est dans un fonds d'investissement. Donc mais ils ont besoin de former des équipes? Non, mais disons qu'on fait du bon networking avec Jean-Louis. De manière confidentielle. Jean-Louis m'avait présenté un des cofondateurs du DBF, François Laugier. Oui. J'ai rencontré Frédéric Stemelin, comme ça. Lui, il est coach, Tu vois. Et puis président de la Chambre de commerce franco-américaine de San Francisco. Et puis surtout, aussi, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas. Et que j'ai rencontrés pendant la semaine qui a suivi et qui ont été... Tu as établi un contact? Des contacts formidables. Donc tu es content de ta visite? Très, mais bon, à chaque fois, je voudrais aller plus loin. Donc, on va voir quel rythme je me fixe. Tu peux faire, parce qu'une fois que tu rentres, tu vas un peu oublier la silicone et tu Non, je n'oublie pas. Et puis, la semaine prochaine... tu reprends les contacts? Non, mais il y a notre président qui est là pour... alors, il y a un petit peu de tension, je l'ai senti dans l'air. J'ai bien aimé le papier de Philippe Jody. Oui, alors... fin janvier, où il pose une petite lettre ouverte. Tu verras les films sur Internet. Voilà, tu y seras, toi, Aline? Oui, il y a l'attaché culturel qui devait venir aujourd'hui, Stéphane. Oui. Et il m'a envoyé un message hier pour me dire qu'à cause de la visite du président, il ne pourra pas venir aujourd'hui. Donc il viendra dans 2 semaines. On ne va pas faire de politique, mais on va dire que c'est intéressant de se demander pourquoi François Hollande vient ici. Disons que il doit faire des annonces. Bon, on est un peu... Non, il doit quand même contacter les Français d'outre-mer, c'est ça? Parce qu'il est le président de tous les Français. Oui, mais il y en a beaucoup partout, des Français d'outre-mer. Non, mais par exemple, il va, je suis sûre, un peu au Canada, un peu dans les pays francophones. Pas encore. Non, pas du tout. Canada, non. Pays francophones, peut-être, j'ai pas beaucoup vu. Non, je crois qu'il y a un objectif... spécial ici? Oui. Alors ensuite, j'ai vu qu'ici, il y avait des entrepreneurs qui vont aller l'écouter. Ah, d'accord. Et puis, il y en a qui sont assez vindicatifs. De ce qui... Oui, parce qu'ils ne comprennent pas, on va dire, l'approche économique qui est menée en France. Mais bon, c'est pas l'objectif. Mais il y a quelqu'un qui a justement dit que la façon dont il gère les entrepreneurs en France n'est pas satisfaisante. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent ici. Peut-être qu'il veut élargir son image. Pour les entrepreneurs? Oui, alors bon, déjà, ce qui est bien, c'est que Fleur Pellerin est venue au CES de Las Vegas il y a 6 semaines. Et il a pris des notes. Ça, c'est bien. Il a pris des notes. En plus, comme tu as des Français extraordinaires qui étaient là-bas, il y en a un qui était sur la cover page de CES, le patron en France de Parrot, Monsieur Sédou. Oui. Donc ça, c'est bien. Et
je soupçonne qu'elle soit rentrée en France et qu'elle est allée voir le président en lui disant depuis qu'on s'est planté sur l'affaire Dailymotion, ça serait bien qu'on aille redorer notre blason dans la Silicon Valley, est-ce que vous voulez pas y aller? Ben, ton interview sera sur Dailymotion. Oui, je viens de regarder aujourd'hui, j'ai commencé Dailymotion et j'ai déjà presque 16 000 vues, c'est bien. On va dire qu'on va essayer d'être sans langue de bois. Ouais. Hein? Alors Dailymotion a été vendu ou quoi? Je sais plus exactement pas, où ils en ok. sont. Je sais que Mais ils ont fait une croissance extraordinaire. je sais que la direction d'Orange continue à chercher des partenariats. D'accord. Je sais- Orange, tu es allé les voir ici? Sur Spear J'ai été une Street? fois dans leur Orange Labs, Oui, mais la fois d'avant, pas ce coup-ci. Il y avait parfois des conférences chez eux, hein, c'est très oui, bien. oui, oui, j'ai filmé. C'est J'ai très bien. filmé dans Ouais. leurs locaux. Oui, Et ils sont sur Spear Street, à Market et Spear. oui, Ouais. oui. Donc ils ont une présence quand même assez importante ici. C'est extraordinaire parce qu'on m'a expliqué que la communauté française ici Mhm, est la première communauté européenne représentée. mhm. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français que d'Anglais, que d'Allemands, que d'Espagnols, que d'Italiens. Alors, je ne parle pas des Chinois et autres Ah oui, oui, hispaniques, etc. les Asiatiques, tu veux Mais dire. pour l'Europe, c'est intéressant. On est les premiers représentés. Ouais, on aurait pu penser, par exemple, que les Anglais, comme la langue anglaise, ben, pas du tout, c'est les Français. Représentés où? Ici, dans la Silicon Valley, tu connais mieux que moi, mais il paraît qu'il y a environ 70 000 Français ici. Ouais. Et il paraît que c'est la première communauté européenne Ah, c'est très étonnant. dans la ça. vallée. C'est parce qu'ils importent les ingénieurs et C'est ce qu'on m'a dit. voilà, c'est ça. Et il paraît qu'ils sont Donc très réputés la en France. France est une usine qui fabrique des ingénieurs. Et donc on les fait venir ici parce qu'il y a une pénurie. Et donc Voilà, c'est ça. on a besoin des Français ici. C'est ça. Entre autres, il y a peut-être 30 ans, les Français ont fait le BART. Ils ont construit le BART. Ah, les Ça, Français ont construit le bar. Oui, les Français ont construit le BART. Et puis, donc, tout ce qui est engineering et tout ça, on fait appel aux Français qui ont une expertise dans le domaine qu'ils recherchent. Et ils se font... Moi, ce qui me ferait très plaisir, c'est que la prochaine fois que je viens Ouais, ici, ouais, que tu m'invites à nouveau ouais. et que ce soit moi qui t'interviewe. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu veux savoir qui j'ai interviewé? Non, c'est te faire parler aussi sur Tout ce que je connais en ton 27 ans. aventure en Amérique, comment tu es arrivé dans ce métier, Mais c'est pas très intéressant. pourquoi tu nous enfin. reçois. Mais pourquoi si, bien sûr. Pourquoi? C'est-à-dire, j'interviewe les Français, je les représente, hein, voilà, c'est tout. Tu fais un petit peu comme moi, tu es un matchmaker. Un petit peu. Mais oui. Sur certains plateaux, j'ai fait des matchings, oui. Mais oui, tu es un trait d'union entre visiblement beaucoup de personnes Oui. en aidant à communiquer. Ah oui, ça c'est vrai. Au début, j'avais 3 guests et ils avaient 3 choses en commun. Enfin, ils avaient tous les 3 quelque chose en commun. Et ils se rencontraient sur le plateau. Mais c'était par coïncidence. Oui, mais même dans ton réseau. Ensuite, dans ton réseau Ouais. et dans ce que tu médiatises, tu vois, tu aides à cette communication. Oui, c'est une forme de communication que je facilite. Oui. Et donc, et tu es probablement la seule à faire ça ici. Oui. Et bien sûr que c'est passionnant ça. Tu t'imagines tout ce que tu as appris à travers tous les entretiens. Ah oui, oui, alors là, oui, bien Et c'est sûr. extraordinaire. Ben, moi, dans mon métier, c'est un peu la même chose, c'est que j'apprends énormément En interviewant les gens. en apprenant par les clients ce qu'ils font, ce qu'ils recherchent, Mhm. souvent de manière confidentielle, et en apprenant par les candidats ce qu'ils font et ce qu'ils aimeraient apporter. Ah ben, regarde, il y a 2 ans, j'ai dit je vais appeler le show All About Your Profession. Oui, Alors j'ai commencé les sites All About Your Profession. Et après, je me suis dit cette année, je vais faire un show qui s'appelle Immigrants in the US. ouais, Et alors, et finalement, pour l'instant, je garde French American TV. ouais. Mais All About Your Profession, parce que chaque fois que j'interviewe quelqu'un, ils me parlent de leur profession. Et Immigrants, c'est parce qu'ils sont tous des immigrants. Et ils Donc, peuvent parler d'autres choses. Voilà, Ouais. ils peuvent parler d'autres choses que, Ouais, ceux qui sont nés ici. Ouais, ouais. Donc, on peut faire Immigrant, on verra, on va décider d'un nom. Et c'est fabuleux. Moi, à chaque fois que je viens ici, enfin en tous les cas, c'est la 2e fois en un an, Ouais, je suis venu 3 fois, ouais, que je rencontre des gens au DBF ouais. qui ont gagné une green card familiale Oui. à la loterie.
Ouais, et il retourne quand même en France. Chose extraordinaire. Pourquoi? Mais moi, je trouve ça, ce principe de Tu la l'as loterie, rencontré, oui. je trouve ça formidable. Ouais. Moi, je n'ai personnellement pas de green card. Tu as fait la loterie? Non, mais ça fait 1 an qu'on se dit avec ma femme qu'on On peut devrait le faire. jouer, Voilà, on bon, peut jouer. on est une famille nombreuse, donc bon, après, Ouais. faut voir. D'accord. Mais Non, mais il y c'est a des sympa. ingénieurs qui ont gagné la carte Ouais, et qui sont quand même rentrés parce que la famille leur manque. ouais. Alors ils disent, Mais bon, ce principe d'offrir la possibilité à des étrangers de rester, de gagner leur droit de rester. le droit, je trouve ça formidable. Ouais, c'est un concept assez incroyable. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est quelque chose que la France devrait... On pourrait faire pour les Américains Non, mais par exemple aujourd'hui, il y a aussi, pour entrer en France, des problèmes. Ouais. je veux dire, tout le monde ne peut pas travailler en France. Mhm. Et donc je trouve que l'idée Mais est intéressante Et en aussi plus, pour la France. malheureusement, ils veulent arrêter l'idée. Ici? Ouais, Ah bon? malheureusement, ils veulent l'arrêter. En fait, ils veulent plus d'Européens que n'importe quel autre pays. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup de Mexicains, il y a beaucoup de Chinois. Et les Européens, c'est ceux qui voudraient un peu plus. Parce que les Européens, même si on leur offre de venir, ils ne veulent pas. Donc, les Chinois, il y en a plein qui veulent venir. Ils vont réserver la loterie aux Européens, tu crois? Voilà, c'est ça. Donc, le pourcentage pour les Européens est beaucoup plus élevé que le pourcentage pour les Chinois et les Mexicains. Parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Enfin, il n'y a pas assez d'Européens qui veulent venir ici. Oui. Ouais, mais alors, il y a beaucoup de discussions justement en ce moment pour arrêter la loterie. Je ne sais pas pourquoi, mais ils disent que c'est pas nécessaire ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'employeurs qui proposent le visa pour 3 ans. Oui. C'est-à-dire si toi, tu as une qualification qui est en demande dans la compagnie, la compagnie va te faire un visa pour rester, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas te trouver. Alors tout à l'heure, quand je sortirai de ton studio, justement, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui, ici, est un des grands spécialistes des visas et qui va t'aider à comprendre qui va me dire où ça en est exactement aujourd'hui, parce qu'il y a des visas qui sont ouverts, d'autres qui sont fermés. Oui, c'est-à-dire si tu as 500 000 dollars et que tu es d'accord pour embaucher 8 personnes, tu rentres tout de suite. Tu rentres tout de suite. Ouais. Et 250 000, tu dois embaucher 3 personnes. Ah ouais. Donc il va tout m'expliquer. Non, mais c'est parce que c'est pour la création d'emplois. Ouais. Alors si tu veux créer des emplois, on t'ouvre la porte. C'est super smart. Ouais. Mais oui. Mais en France, il n'y a pas d'emploi, donc ils n'ouvrent pas la porte, c'est ça? Tu sais, c'est amusant parce que il y avait un salon, pas un salon, une conférence de 3 jours assez connue il y a quelques mois à Paris, organisée par quelqu'un de bien connu ici. Et il y avait une Américaine d'ici qui était interviewée. On lui disait, mais pourquoi est-ce que vous ne développez pas en France? Elle a dit, on y réfléchit. Elle a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à la France? Et j'ai adoré sa réponse. Ça a été make it simpler to hire and fire. C'est vrai, parce que c'est très difficile de se débarrasser de quelqu'un si la personne a plus que 49 ans et demi d'abord, c'est presque impossible. Mais non, il y a beaucoup de lois qui empêchent l'employeur de... Oui. Mais en France, je trouve que c'est wise de ne pas se débarrasser de quelqu'un en 10 minutes. Il y a quand même un mois. Oui, on peut avoir un vaste débat sur le sujet. Voilà, c'est ça. Non, mais ici, c'est un peu brutal. Ouais. C'est un peu brutal. Tu rentres au bureau, tu dois partir dans 5 minutes. C'est un peu brutal. Avec ta boîte. Mais en même temps, tu prends ta boîte et ton pink slip le vendredi. Oui. Le lundi, tu as 5 appels, 4 recommandations. Et le mercredi, toute la semaine, tu as des entretiens. Et tu es embauché le vendredi d'après. Parce qu'il y a du boulot. Ici, ce qui est fantastique, c'est que tu as une croissance dans la Silicon Valley, on m'a expliqué, de 10 à 12%. À la Californie, c'est déjà beaucoup, mais là, la Silicon Valley... Oui, ils engagent. Donc, si tu veux, ça embauche à tour de bras ici. Et nous, on est encore à 0,7 en France, c'est dramatique. D'accord. Donc, j'espère qu'il aura de bonnes questions, notre président, mercredi prochain, dans sa session...
au Hayat. Donc il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. Oui. Je te remercie d'avoir fait l'interview en français. Merci. Et puis je vais voir si on va pouvoir le faire aussi en anglais. Donc merci beaucoup. C'était Christophe Le Serre, qui est donc avec la compagnie IT by CF. CL, IT by CL. By CL, pardon. Ok, merci beaucoup.